Bonjour. Dans ce cours, nous allons étudier les bases de la relativité restreinte. Alors, c'est une théorie qui est déjà abordée au lycée, mais concrètement, la seule formule qu'on trouve dans les livres de terminale, c'est une formule qui porte sur la dilatation du temps, et surtout, c'est une formule qui est admise sans démonstration. Et de plus, comme aucune définition de la simultanéité n'est donnée au préalable, ça n'aide pas vraiment à comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans ce cours, on va essayer de reprendre les bases pour rendre tout ça logique. Et on abordera bien sûr aussi d'autres conséquences de cette théorie, puisque c'est une théorie qui concerne toutes les lois physiques, qui devront toutes être modifiées. Alors, pour commencer, en réalité, il y a deux théories de la relativité qui sont distinctes et qui sont dues toutes les deux à la même personne, Albert Einstein. La première date de 1905, c'est la théorie de la relativité restreinte que nous allons étudier, et c'est une théorie de l'espace et du temps. La deuxième date de 1915, elle est aussi due à Albert Einstein. Il s'agit de la relativité générale cette fois, et c'est essentiellement une théorie de la gravitation. Alors, comme nous allons uniquement parler de la relativité restreinte, et encore seulement de certains aspects de la relativité restreinte, eh bien pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, je conseille en complément les deux livres suivants. D'abord un petit livre de poche qui est intitulé tout simplement La relativité. C'est un livre grand public qui a été écrit par Einstein lui-même avec très très peu d'équations. Et dans ce livre, on trouve également les idées de base de la relativité générale. Et puis d'autre part, le livre de droite, qui est intitulé Relativité, fondements et applications. C'est un livre de José-Philippe Pérez. C'est un livre universitaire très classique qui contient pas mal d'exercices corrigés de niveau premier cycle et il donne aussi un bref aperçu de la relativité générale. Alors, la relativité, à quoi ça sert ? Eh bien, parmi les domaines d'application de la relativité, on trouve la physique nucléaire, puisque la fameuse formule E égale mc2 que vous utilisez déjà au lycée, elle provient de la relativité restreinte, et d'ailleurs nous allons la démontrer dans la suite du cours. On trouve aussi les accélérateurs, les collisionneurs, tous les appareils qui propulsent des particules à des vitesses très proches de celles de la lumière, et qui permettent de vérifier très exactement au passage la dilatation du temps. On a aussi le rayonnement des particules chargées à haute vitesse que l'on utilise par exemple dans les synchrotrons, comme à Grenoble ou sur le plateau de Saclay. Et ces particules jouent bien sûr aussi un rôle très important en astrophysique. Et enfin, on trouve quelques applications vraiment concrètes comme le gyroscope laser ou le GPS. Alors, par exemple, pour ce dernier exemple, le GPS, il faut savoir que ça fait même intervenir la relativité générale. Alors, malgré tout l'intérêt de ces applications techniques, personnellement, je considère que le plus passionnant dans la relativité restreinte, c'est qu'elle remet en cause des notions qui nous semblent tout à fait intuitives, des notions de base sur l'espace et le temps. Et nous expliquerons, par exemple, que la longueur d'un objet n'existe pas en soi. Nous verrons que la simultanéité de deux événements dépend en fait du référentiel que l'on considère. On verra aussi pourquoi, en principe, il est tout à fait possible de faire des voyages dans le futur. Et on a donc une théorie qui conduit à des prévisions tout à fait extraordinaires, et pourtant, cette théorie, il faut savoir qu'elle est très très bien vérifiée expérimentalement. Et puis, avec la mécanique quantique, cette théorie de la relativité constitue un des deux piliers de la physique moderne. Alors, puisque la relativité restreinte bouleverse les notions d'espace et de temps, commençons par rappeler justement les fondements de la cinématique classique. Alors, on considère par exemple un premier référentiel, S, et un deuxième, S', en translation rectiligne uniforme par rapport à S, à la vitesse d'entraînement VE. Donc, mettons que cette vitesse d'entraînement soit dirigée le long de l'axe X du premier référentiel. On va supposer aussi qu'à l'instant initial, les deux référentiels coïncident. Et on retrouvera souvent ce cas
en relativité, et on dit dans ce cas que S et S' sont deux référentiels en configuration standard. Alors, les relations de passage d'un référentiel à l'autre se lisent en fait immédiatement sur la figure. C'est la loi de transformation galiléenne que vous connaissez. Et je rajoute maintenant une relation qui semble vraiment évidente, à savoir que la coordonnée de temps est la même dans les deux référentiels en tout point. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs parfois l'axiome de Newton. Alors ça semble évident, mais on verra plus tard par un raisonnement relativiste que en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire que deux événements qui ont le même t, la même coordonnée t, n'ont en général pas la même coordonnée t'. En tout cas, cet ensemble d'équations constitue la loi de transformation galiléenne. Alors, si maintenant on dérive ces relations par rapport au temps, le temps t ou t', on obtient facilement la loi de composition des vitesses, bien connue. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle signifie ? Tout simplement, par exemple, si vous avancez à la vitesse de 5 km par heure dans un train, qui roule à 50 km par heure, dans le même sens, eh bien, évidemment, vous avancez en fait à la vitesse de 55 km par heure par rapport à l'extérieur. Bon, ça semble évident, et pourtant, on verra que ça aussi, ça devient faux en relativité. La loi de composition galiléenne des vitesses n'est plus valable. Alors, si on revient à la mécanique classique, si on dérive une deuxième fois ces équations par rapport au temps, on obtient l'égalité des accélérations. Alors, on aborde maintenant la dynamique, c'est-à-dire les relations entre les forces et les mouvements. Alors, je vous propose de faire le petit travail de révision suivant. Vous mettez cette vidéo en pause et vous énoncez les 3 lois de Newton que vous connaissez avec leurs conditions d'application. Et réfléchissez aussi au sens physique de ces lois, c'est-à-dire demandez-vous chaque fois s'il s'agit d'une simple définition ou d'une vraie loi physique. Si c'est fait, eh bien, on y va. Donc, je rappelle que la première loi nous dit que dans un référentiel galiléen, si un objet n'est soumis à aucune interaction, alors son vecteur vitesse est constant. Alors, cette loi, en fait, ne fait que définir ce qu'on appelle un référentiel galiléen. On dit aussi en relativité un référentiel inertiel. Remarquez qu'on peut aussi la considérer comme une définition du temps lui-même, puisque, en effet, pour mesurer un temps, on se sert forcément d'un phénomène qu'on suppose régulier, qu'il soit périodique ou non, et en ce sens, on peut dire que on choisit par cette équation une certaine définition du temps pour que les lois de la mécanique puissent s'écrire simplement. Et expérimentalement, ce qu'on admet généralement, c'est que, comme vous le savez, le référentiel terrestre est un assez bon référentiel galiléen, mais il y en a de meilleurs, comme le référentiel de Copernic, qui est centré sur le Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines, puisque ce dernier référentiel ne bouge pas par rapport au reste de l'univers, ou alors sa rotation est quand même très lente. Deuxième loi, dans un référentiel galiléen, encore une fois, on peut écrire force ou somme des forces égale m fois accélération. Alors, on pourrait considérer cette loi comme une définition finalement de la force. En fait, c'est un petit peu plus que ça, parce que les forces qui interviennent dans le membre de gauche, elles peuvent être de nature physique différente, électrostatique, gravitationnelle, alors que le second membre, lui, il est toujours lié à la masse. La masse inertielle, ce qu'on appelle la masse inertielle. D'autre part, cette loi indique que si un objet est soumis par exemple à 2 actions identiques, à 2 forces identiques, au lieu d'une, ou si sa masse est divisée par 2, alors son accélération sera doublée, indépendamment de la nature de la force. Donc c'est quand même une vraie loi en soi. Bon, on remarque quand même, j'insiste là-dessus, que cette loi n'est vraie que dans un référentiel galiléen. Ça veut dire qu'il faut bien avoir défini à l'avance ce que c'est qu'un référentiel galiléen. Et c'est ça l'objectif de la première loi. Donc, la troisième loi de Newton, on l'appelle aussi principe action-réaction, c'est une loi qui est valable dans tous les référentiels,
et quel que soit l'état de mouvement du système, même pour un système accéléré. Mais ce qui est sous-entendu, c'est qu'elle est valable à un instant donné, même si les forces sont exercées à distance entre les deux systèmes. Alors on verra qu'en relativité, il faudra aussi modifier cette notion-là. Alors que deviennent ces lois lorsqu'on passe du référentiel S à un référentiel S' en translation rectiligne uniforme par rapport à S? Alors déjà, on admet, on postule, que la masse et la force restent identiques. M égale M', F égale F'. Et d'autre part, on a démontré que A égale A'. On en déduit que si on a F égale MA dans le référentiel initial, S, alors on a aussi forcément F' égale M' A' dans le référentiel S'. On peut en déduire aussi facilement que la première et la troisième loi sont aussi valables dans S'. C'est-à-dire que leur forme ne change pas. On dit qu'elles sont invariantes par transformation de Galilée. On dit aussi qu'elles possèdent la relativité galiléenne. S' est donc aussi un référentiel galiléen. Et inversement, tous les référentiels galiléens sont en translation les uns par rapport aux autres. Et c'est bien ce qu'on vérifie expérimentalement. Si on fait une expérience de mécanique dans un laboratoire, puis dans un train qui avance tout droit à vitesse constante, on va observer la même chose. Par exemple, si on lâche une balle sans vitesse dans un train, elle tombe bien à nos pieds, à la verticale, comme en dehors du train. Bien, alors résumons. L'expérience montre que les lois de la mécanique sont les mêmes dans tous les référentiels, en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen donné, et c'est bien ce que prévoit la transformation de Galilée. Donc jusqu'ici, tout va bien. Le problème arrive avec la découverte des équations de l'électromagnétisme par Maxwell en 1865. Alors, les expériences ont toujours été parfaitement en accord avec ces équations dans tous les référentiels galiléens. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas invariantes par la transformation de Galilée, comme on le prouvera en exercice. D'autre part, Maxwell a déduit de ces équations qu'il existe des ondes électromagnétiques dont la célérité est donnée, comme vous le savez, par la formule C égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. Et la valeur numérique qu'on obtient a permis de déduire que ces ondes électromagnétiques étaient identiques à la lumière. Mais cette vitesse de la lumière, c'est une vitesse par rapport à quoi? Alors on pensait que la lumière se propageait dans un certain milieu qu'on avait appelé l'éther, et donc C représentait la vitesse de la lumière par rapport à l'éther. Or, la Terre se déplace dans l'espace circulairement à 30 km par seconde autour du Soleil. Donc, on s'attendait à pouvoir détecter des variations de la vitesse de la lumière par rapport à la Terre de l'ordre de 30 km par seconde. En 1887, Michelson invente l'interféromètre que vous connaissez, et il s'en sert pour détecter des variations de vitesse par rapport à l'éther. En gros, l'idée c'est que, compte tenu du déplacement des miroirs M1 et M2 et de la séparatrice par rapport à l'éther, puisque tout est emporté avec la Terre bien sûr, eh bien le trajet en rouge, le trajet SM'2 S', est plus court que le trajet en bleu SM'1 S'. Bon, ça veut dire par exemple que ça prend moins de temps de traverser une rivière aller-retour à la nage que de monter et redescendre la même distance. Bon, donc en sortie, on doit voir un déphasage entre les deux ondes qui se superposent. Et ce déphasage doit dépendre de la vitesse de la Terre par rapport à ce référentiel hypothétique qui est l'éther. En tout cas, à sa grande surprise, Michelson ne détecte jamais aucune variation de phase en sortie. Autrement dit, la vitesse de la lumière est toujours la même, quel que soit le déplacement de la Terre par rapport à l'éther.
Et évidemment, ça contredit assez violemment la loi classique de transformation des vitesses, donc aussi la transformation de Galilée. Alors le bilan, c'est que finalement, il a bien fallu admettre les résultats expérimentaux, à savoir que les lois de la mécanique et de l'électromagnétisme sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens, et en particulier que la vitesse de la lumière est toujours la même. Mais du coup, la transformation de Galilée est forcément fausse, alors qu'elle semblait vraiment naturelle au départ. Et enfin, comme il est impossible par des expériences d'électromagnétisme de faire la différence entre deux référentiels galiléens quelconques, c'est qu'en fait il n'y en a aucun de privilégié. Autrement dit, l'éther n'existe pas. Et il n'y a aucun référentiel de repos absolu en électromagnétisme. C'est ce qu'on savait déjà pour la mécanique depuis Galilée. Bon, alors à partir de là, personne ne comprenait plus rien. Et il y a eu de nouvelles expériences, des tentatives théoriques pour sauver la notion d'éther, en imaginant par exemple des phénomènes physiques qui nous empêcheraient définitivement de mesurer correctement les longueurs. Alors en 1905, Einstein arrive et il dit en gros, bon, on va arrêter de chercher à prouver que les expériences sont faussées par des phénomènes inconnus, et on va dire que si les expériences indiquent toutes que la vitesse de la lumière est invariante, par changement de référentiel, c'est que c'est vrai. Et on va prendre ça comme hypothèse de base. D'où les postulats. Tous les référentiels galiléens sont équivalents pour toutes les expériences de physique. C'est-à-dire qu'on généralise ce qui était connu pour la mécanique seulement. Bon, de toute façon, à l'époque, on ne connaissait que la mécanique et l'électromagnétisme. Et d'autre part, la lumière se déplace rectilignement à la même vitesse dans tous les référentiels galiléens, et ce, indépendamment de la source, bon, ce qui est assez naturel pour un phénomène ondulatoire. Alors, on peut considérer au passage que ce postulat remplace la première loi de Newton, le principe d'inertie, pour caractériser les référentiels galiléens. Alors aujourd'hui, on sait qu'on peut s'en passer complètement en relativité, mais historiquement quand même son importance a été décisive. Alors comme on l'a vu, si on admet ces postulats, le problème c'est que la transformation de Galilée, à laquelle on faisait confiance quand même, doit être fausse. Donc où est l'erreur ? Dans son article de 1905, Einstein montre que le problème vient de la définition de la simultanéité. Et il dit en gros ceci. À chaque fois qu'on parle du temps en physique, on parle en fait d'événements simultanés. Par exemple, si on dit un certain train arrive à 7 heures à la gare, ça veut dire que si on attend le train à la gare, alors l'arrivée du train et l'arrivée de la petite aiguille sur le 7 sont deux événements qui surviennent simultanément. Alors là j'ai mis l'extrait original pour les germanistes parce que c'est quand même une des phrases les plus simples qu'on ait jamais écrites dans un article scientifique. Et pourtant c'est une phrase révolutionnaire. Jusque-là, il n'y a aucun problème parce que les événements ont lieu au même endroit. Le problème, c'est que si les événements n'ont pas lieu au même endroit, comment va-t-on vérifier leur simultanéité ? Par exemple, si vous voulez être sûr à Nancy de faire quelque chose de précis en même temps que quelqu'un qui vit à La Réunion, comment allez-vous faire ? Par exemple, mettons que vous vouliez synchroniser vos montres le plus précisément possible, vraiment très précisément. Alors réfléchissez-y un instant, mettez cette vidéo sur pause. Ça y est, alors on reprend. Une idée qui peut vous venir, c'est tout simplement de prendre un billet aller-retour pour La Réunion, bon, c'est pas désagréable en ce moment, et d'en profiter pour synchroniser votre montre sur place avec l'autre personne avant de revenir bronzer. Bien sûr, en première approximation, c'est pas mal. Mais en fait, on verra un peu plus tard que, inévitablement, la montre qui voyage va se mettre à retarder par rapport à une montre qui serait restée sur place à Nancy. Alors je sais que ça semble très bizarre, mais on expliquera pourquoi
Et sachez au passage que ce phénomène est très bien vérifié expérimentalement. Donc en tout cas, c'est pas une bonne idée. Alors autre idée, celui qui habite à Nancy compte les secondes au téléphone et le réunionnais règle sa montre en fonction de ce qu'il entend. Alors, le problème quand même, c'est que le signal met un certain temps à faire le trajet entre Nancy et Saint-Denis. Mais on peut arranger ça. Par exemple, à l'instant T0, un signal est émis de Nancy. Il arrive à l'instant T1 à La Réunion et il est immédiatement réémis vers Nancy, où il arrive à l'instant T2. Alors, on dira naturellement que les montres sont bien synchronisées si les indications T0 et T2 à Nancy et l'indication T1 à La Réunion sont telles que T1 est à mi-chemin entre T0 et T2, c'est-à-dire T1 égale 1/2 de T0 plus T2. Mais on peut le faire aussi autrement sans avoir à faire de calcul. On place quelqu'un à mi-chemin, alors entre Nancy et La Réunion, donc mettons à Khartoum au Soudan, et cette personne, qu'on va appeler M, envoie un même signal simultanément vers les deux villes. On va noter ici A et B. Alors si M est bien au milieu, A et B vont recevoir les signaux en même temps et peuvent synchroniser leur montre sur ce signal. Voilà, comme ça c'est fait. Mais en fait, il reste quand même un petit problème qu'il faut régler. Dans les deux dernières méthodes, on a supposé que le signal avait la même vitesse dans les deux sens. Alors en pratique, c'est pas facile à vérifier. Parce que pour mesurer précisément cette vitesse, on a forcément besoin de deux horloges distantes et déjà synchronisées entre elles. Or c'est justement ce qu'on essaie de faire ici. Et puis surtout si on change de référentiel galiléen, a priori ces vitesses changent. C'est là qu'intervient la lumière. On peut se servir du deuxième postulat qui affirme que la lumière se propage toujours à la même vitesse. Le même signal lumineux pourra donc servir à synchroniser des horloges dans des référentiels différents, puisque C ne dépend pas du référentiel. Donc le problème est réglé si on prend la précaution de se servir de signaux lumineux. Alors dorénavant, quand on parlera de référentiel galiléen en relativité, il faudra s'imaginer une sorte de réseau d'horloges fixe dans ce référentiel et synchronisées entre elles par la méthode qu'on vient de voir. C'est-à-dire par exemple que si une particule passe au voisinage d'une horloge de ce référentiel, le temps qui caractérise cette particule dans ce référentiel, c'est le temps qui est indiqué par cette horloge. Au passage, si on donne dans un référentiel donné à la fois les coordonnées d'espace et de temps, eh bien cela définit ce qu'on appelle un événement, même s'il ne se passe rien à cet endroit-là. Bien, alors terminons cette introduction par une mise en pratique de la méthode de synchronisation que l'on vient de présenter. On imagine pour cela un avion avec 3 passagers, A et B aux extrémités et M au milieu. Donc sur l'image ici, l'avion se déplace vers la droite, de manière rectiligne et uniforme. À un certain moment, le passager M, au milieu, prend une photo et la lumière de son flash se déplace dans la cabine vers A et B, qui en profitent pour synchroniser leurs montres selon le principe que l'on vient de voir. En fait, ceci fonctionne parce qu'on suppose que l'avion se déplace de manière rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre. Donc, la cabine de l'avion est bien un référentiel galiléen. Mettons que A et B synchronisent leurs montres sur l'indication 3. Sur ce schéma, on voit donc les indications des horloges de l'avion à un instant donné du référentiel de l'avion. Alors maintenant, reprenons cette expérience en la décrivant cette fois dans le référentiel terrestre. Eh bien, dans le référentiel terrestre aussi, la lumière du flash se déplace à la même vitesse c dans toutes les directions.
Et en particulier, lorsque A reçoit le flash, sa montre indique bien 3. Question. Dans le référentiel terrestre, lorsque A reçoit le signal, B l'a-t-il reçu? En fait, on cherche à représenter sur ce schéma un instantané, on pourrait dire une photographie ou une empreinte, des indications des horloges de A et de B à un instant donné du référentiel terrestre. Donc, autre question, que peut-on dire de l'indication de l'horloge de B à ce même instant du référentiel terrestre? Voilà, ça fait peut-être déjà beaucoup pour cette première séance d'échauffement en relativité, et donc nous répondrons à cette question au prochain cours. On en profitera d'ailleurs pour montrer d'où vient la fameuse formule de dilatation du temps et aussi ce que l'on appelle la contraction des longueurs.